Libère la chambre, a dit mon père quand mon frère est arrivé avec sa femme enceinte. Ce serait mieux si tu quittais complètement la maison, a ajouté la femme de mon frère d'un ton moqueur. J'ai fait mes valises et je suis parti. Quelques jours plus tard, le rire a disparu et la femme de mon frère a commencé à paniquer. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je m'appelle Julia Elridge, et j'ai toujours pensé être le roc de la famille jusqu'au matin où j'ai remis à mon frère l'acte de propriété de la maison qu'il a tenté de voler et j'ai vu la mâchoire de sa femme enceinte, Mia, tomber alors que des déménageurs démontaient le lit qu'elle avait revendiqué comme le sien. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris mon thé et je suis passé devant eux pendant qu'ils criaient d'incrédulité. Mais avant cette victoire, il y a eu ce moment, celui où ils ont essayé de me chasser de ma propre chambre comme si j'étais une simple invitée dans ma propre vie. Avant de nous lancer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Votre propre famille s'est-elle déjà retournée contre vous dès que vous avez cessé d'être utile? Vous n'êtes pas seul. Voici comment tout a commencé. C'était un dimanche matin, du genre où la cuisine était chaude de la lumière du matin, le tintement d'une cuillère contre ma tasse préférée résonnant encore dans le silence. J'étais à mi-chemin de mon café, le premier moment paisible de la semaine, quand Greg est entré. Mon frère aîné, Greg Elridge, suffisant comme seul peut l'être le fils aîné de parents du Sud, avait l'air d'avoir répété ce moment dans le miroir. « Salut, Jules », a-t-il commencé nonchalamment comme s'il n'allait pas bouleverser mon monde. « Mia est enceinte. » J'ai cligné des yeux. « Vraiment ?» Il a hoché la tête. Et puis est venu le coup de poing. « Oui, et nous aurons besoin de ta chambre. Maman et papa disent qu'il est temps que tu grandisses de toute façon. » J'ai posé ma tasse plus lentement que je ne l'aurais voulu, sentant une chaleur brûlante me monter à la gorge. « Pardon ? Tu vis dans cette chambre depuis des années maintenant, non ?» a-t-il dit, comme si je n'avais pas grandi ici. Comme si je n'étais pas resté après l'université pour aider notre père à se remettre de son problème cardiaque ou payer les factures quand le reste d'entre eux se noyait dans le déni. C'est ce qui a le plus de sens. Nous avons besoin de l'espace. Mia ne peut pas monter les escaliers tout enceinte et fatiguée. Je me suis tourné vers notre mère, qui venait d'entrer dans la cuisine avec un panier de linge. « Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas accepté ça. » Elle n'a pas rencontré mes yeux. « Julia, ma chérie, tu as 26 ans. Greg et Mia fondent une famille. Il est temps que tu apprennes à faire des compromis. » « Compromis, ai-je répété. Vous voulez que j'abandonne ma chambre pour eux. Ce n'est pas ta chambre. C'est la maison de la famille, a appelé papa depuis le couloir, sans même prendre la peine d'entrer. Elle nous appartient à tous. J'ai failli rire. Alors, les années où je suis resté, j'ai aidé pour l'opération de papa, je me suis occupé de l'hypothèque pendant que Greg voyageait en sac à dos en Europe et que Mia changeait de travail. Rien de tout ça ne compte? Greg a croisé les bras, la posture raide. Allez, Jules. Ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une chambre. Mes poings se sont serrés à mes côtés. Alors pourquoi ne prenez-vous pas le sous-sol? Parce qu'il est moisi et froid et que Mia est enceinte, a-t-il sèchement répondu. On ne te demande pas de partir. Juste de t'adapter. Je les ai regardés tous les trois et quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Pas bruyamment, pas comme du verre qui se brise, mais doucement et lentement comme un tissu qui se déchire à la couture. Je vois, ai-je dit, la voix tremblante. Et vous vous êtes tous mis d'accord là-dessus sans moi. Personne n'a répondu. Mia, l'observatrice silencieuse depuis toujours, se tenait derrière Greg comme une ombre, une main posée sur son ventre encore plat, comme si le poids imaginaire de la maternité lui donnait de l'autorité. Vous voulez savoir ce qui est égoïste, ai-je dit en reculant. C'est de demander à quelqu'un de s'effacer pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Julia, a averti maman. Ne commence pas, oh, j'ai déjà commencé, ai-je dit doucement. L'air était devenu épais, du genre qu'on pourrait couper au couteau à beurre. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles, et soudain la cuisine me semblait trop petite, trop chaude, trop pleine de gens qui ne me voyaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. J'ai besoin d'air, ai-je dit en les frôlant, les épaules raides. Et ne touchez à rien dans ma chambre. Julia, a de nouveau appelé papa. Tu es déraisonnable. J'ai fait une pause à la porte. Peut-être, mais au moins je ne suis pas lâche. Et sur ce, je suis sorti dans la lumière froide du matin, les dents serrées et le cœur battant, pas brisé, juste en état d'alerte. Cette nuit-là,
je me suis retiré dans ma chambre comme un soldat revenant de la bataille, ma fierté blessée cachée derrière le silence. La journée m'avait épuisé, chaque nerf à vif. J'avais sauté le dîner, préférant rester au lit avec mon chat, Marley, pressé contre mon flanc comme un battement de cœur auquel je pouvais encore faire confiance. Ma porte était fermée, même verrouillée, ou du moins c'est ce que je pensais. Un coup discret, puis le grincement de son ouverture sans permission. Je me suis redressé. Mia se tenait là, les bras maladroitement croisés autour de quelque chose de bleu. « Salut », a-t-elle dit de cette voix prudente, presque apologétique, qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai fait la lessive tout à l'heure. J'ai pensé que j'aiderais. Elle est entrée dans ma chambre sans y être invitée, tenant une paire de jeans humides. Mes jeans. Un jean de créateur taille haute, délavé foncé, que j'avais acheté l'année dernière avec une prime de freelance dont j'étais fier. Je ne savais pas qu'il fallait les laver séparément, a-t-elle dit en tentant un sourire penaud. Ils étaient dans le panier avec les serviettes, alors je les ai tous mis dedans. Mon estomac s'est noué en les prenant de ses mains. Ils étaient étirés et rêches. La texture autrefois riche était ternie. C'était nettoyage à sec uniquement. Oh, a dit Mia en clignant des yeux. Oups, désolé. Je pensais aider. Aider? Elle est entrée dans ma chambre, a touché mes affaires, a ruiné quelque chose de clairement cher, et a appelé ça de l'aide. J'ai dégluti difficilement. Mia, la prochaine fois, s'il te plaît, demande juste. Elle a incliné la tête. La confusion à peine masquée. J'essayais d'alléger ta charge. Tu semblais tendu tout à l'heure. Tendu? Parce que ton mari vient d'essayer de m'expulser de ma propre chambre. Je n'ai pas besoin d'aide avec ma lessive, ai-je dit, la voix plus tendue que je ne le voulais. Mia a eu un petit rire comme si c'était moi qui rendais la situation gênante. D'accord, a-t-elle dit en agitant la main comme pour rejeter mes sentiments. Aucune bonne action ne reste impunie, hein. Son ton était grinçant, un subtil mélange de condescendance et d'innocence feinte. J'ai posé le jean avec soin sur ma chaise, ignorant la torsion malade dans mon ventre. Ne touche plus à mes vêtements. Mia a souri faiblement. Bien sûr. Je serai plus prudente. Elle s'est retournée pour partir, mais a fait une pause sur le seuil. Au fait, Greg et moi pensions qu'on pourrait peut-être repeindre ici, pour rendre la pièce plus lumineuse pour le bébé. Je l'ai regardé fixement. Pardon? Elle a cligné des yeux comme si c'était moi qui étais irrationnel. Tu sais, si tu déménages au sous-sol ou ailleurs. C'est juste que cette pièce reçoit le plus de lumière. Je n'ai pas répondu. Elle a haussé un peu les épaules comme si la conversation ne venait pas de me glacer le sang. Bref, dors bien. Et puis elle est partie, comme ça, laissant la porte grande ouverte derrière elle. Je suis resté assise là pendant une minute entière, immobile. Marley a miaulé doucement à mes pieds, se frottant la tête contre ma cheville. Ce n'était pas un malentendu. C'était une prise de contrôle lente, déguisée en sourire doux et en excuses, oups. Et ma famille laissait faire. Alors que je fermais la porte et que je la verrouillais, vraiment la verrouillais cette fois, j'ai passé mes doigts sur le tissu abîmé de mon jean. Ce n'était pas une question de jean. C'était une question de la manière discrète dont les gens vous effacent tout en prétendant vous rendre service. Et le plus effrayant, c'est qu'ils comptent sur votre politesse pour ne pas appeler les choses par leur nom. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, plus tôt que d'habitude, honnêtement, parce que je n'avais pas vraiment dormi. Je suis descendu, traînant mes doigts le long de la rampe comme si elle pouvait manquer à quelque chose de calme. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la machine à café et de faibles bruits provenant de la salle à manger. C'est là que je l'ai vue, Mia, en bout de table. Ses jambes étaient repliées sur la chaise comme si elle en était la propriétaire, sirotant un café dans ma tasse préférée, ébréchée. Mon ordinateur portable était ouvert devant elle, l'écran familier brillant jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Un grésillement soudain a traversé le silence, suivi d'un léger pop et de l'odeur indubitable de plastique brûlé. Non. Je me suis précipité. Trop tard. L'écran a clignoté violemment, puis est devenu noir. Une fine traînée de fumée s'est élevée du clavier alors que Mia sursautait, les yeux écarquillés. Sa tasse de café s'est légèrement renversée sur la table, un liquide brun s'accumulant autour de la base de l'ordinateur. Oh mon Dieu, ai-je murmuré, le cœur serré.
Que as-tu fait? Je n'ai pas fait exprès, a balbutié Mia, mettant maintenant la tasse de côté, comme si cela allait arranger quoi que ce soit. Je vérifiais juste quelque chose, et je suppose que la tasse était trop près. Trop près, ai-je dit, la voix montant malgré moi. Cet ordinateur portable contient 5 ans de travail de conception. Tout mon portfolio de freelance, mes contrats, mes formulaires d'impôt. Je n'avais même pas encore sauvegardé la moitié. Mia s'est levée lentement, les mains levées comme si j'étais une bombe sur le point d'exploser. Ce n'est qu'un ordinateur, Julia. Le mot a tranché l'air comme de la glace. Non, ai-je crié, plus fort maintenant. Ce n'est pas juste un ordinateur. C'est mon travail, ma vie. Tu n'avais même pas le droit de le toucher. Elle a cligné des yeux, ce regard familier de fausse innocence s'installant. Tu le laisses toujours en bas. J'ai pensé que ça ne posait pas de problème. Non, tu as pensé que toi, tu ne poserais pas de problème. Qu'il n'y aurait pas de conséquences pour toi. D'accord, calme-toi, a appelé la voix de Greg depuis le couloir, puis il est apparu, enfilant encore un sweat à capuche. Qu'est-ce qui se passe? Elle a renversé du café sur mon ordinateur portable, ai-je dit en désignant les dégâts alors que la fumée continuait de s'élever faiblement. Il est foutu. Le regard de Greg s'est tourné vers Mia. Tu vas bien? Elle a hoché la tête, se mordant la lèvre comme si elle venait de survivre à une expérience traumatisante. Puis il m'a regardé. D'accord, écoute, les accidents arrivent. Tu n'as pas à lui crier dessus pour une machine. Ma mâchoire est tombée. Tu es sérieux? Cette machine, c'est comme ça que je paie mes factures. Maman est entrée ensuite, déjà en fronçant les sourcils. C'est quoi tout ce bruit? L'ordinateur portable de Julia a court-circuité, a expliqué Greg calmement. Mia a accidentellement renversé du café. Ce n'était pas exprès, a ajouté rapidement Mia. Je n'ai fait que. Je me fiche que ce soit exprès ou non, ai-je coupé. Elle n'aurait pas dû y toucher du tout. Maman a regardé entre nous, déjà fatiguée du drame. Julia, ma chérie, tes affaires sont toujours dans les espaces communs. Si c'est si important, peut-être ne le laisse pas traîner. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne le verrait pas. Il ne se laisserait pas le voir. Mia se tenait au milieu des décombres de quelque chose que j'avais construit de toutes pièces, et c'est moi qu'on grondait. Je l'ai laissé sur la table pendant 30 minutes pendant que j'étais sous la douche, ai-je dit lentement. 30 minutes et maintenant il est parti. Ce n'est qu'un ordinateur portable, a de nouveau marmonné Greg sous son souffle. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Un rire court et amer qui m'a surprise moi-même. C'est ça, ai-je dit. Ce n'est qu'une chambre, juste un jean, juste un ordinateur. C'est toujours juste quelque chose quand c'est à moi. Personne n'a rien dit. Le silence était pire que les cris. Marley est entré et s'est enroulé contre ma cheville comme s'il savait que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour me raccrocher. J'ai tendu la main pour caresser son dos, mes doigts tremblants. Je t'enverrai la facture de réparation, ai-je dit en fixant Mia. Ses yeux se sont de nouveau écarquillés. Je n'ai pas, non, bien sûr que tu n'as pas fait exprès, les yeux coupés. Mais tu l'as fait. Et tu ne peux pas continuer à traiter ma vie comme si elle était jetable juste parce que tu portes un bébé. Julia, a averti maman, mais je me détournais déjà. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce une seconde de plus. J'ai porté l'ordinateur portable sans vie à l'étage dans mes bras comme un corps. Je l'ai posé doucement sur mon bureau, bien que le geste soit inutile maintenant, et je suis resté là à le fixer, les larmes me piquant les yeux. Pas à cause de l'ordinateur, à cause de ce qu'il prouvait. Encore une fois, je ne comptais pas pour eux à moins que je ne donne, à moins que je ne sois silencieuse, à moins que je ne sois utile. Et je n'étais rien de tout ça en ce moment. Plus maintenant. Je suis sorti me promener cet après-midi-là, sans destination précise, juste un besoin d'échapper à l'air épais et étouffant de notre maison. Le froid de novembre a traversé mon pull, mais c'était bon, purifiant, honnête. J'ai erré devant des bungalows en briques et des jardins tranquilles jonchés de feuilles de début d'automne. Le petit visage de Marley toujours dans mon esprit, dépassant dessous mon bureau alors que j'avais chuchoté, « Je reviens bientôt, mon pote ». Quand je suis rentré 1 heure plus tard, quelque chose clochait. La porte d'entrée était déverrouillée, ouverte juste d'une fente. Le salon était plus silencieux qu'il n'aurait dû l'être,
surtout avec Greg à la maison. Et puis je l'ai vu. Ma bibliothèque, mon porte-manteau, la lampe de ma table de chevet, tout empilé pêle-mêle contre la porte du sous-sol comme des restes de vide-grenier attendant d'être réclamés. J'ai regardé fixement pendant 10 bonnes secondes avant de réaliser ce que je regardais. Mes affaires. J'ai laissé tomber mes clés, le cœur battant, et je me suis précipité en bas. Des cartons. Mes vêtements, mes livres, mes fournitures d'art, ceux que je gardais dans des bacs codés par couleur, maintenant jetés dans du carton ouvert. Même mon diplôme universitaire encadré était appuyé contre un mur poussiéreux à côté du chauffe-eau. Et là, juste au-dessus de moi, sur ce qui était mon lit, se trouvait Greg, faisant défiler son téléphone comme s'il avait toujours été là. Il n'a même pas sourcillé quand je suis apparu. « Salut », a-t-il dit. Il était temps. Je l'ai regardé fixement. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Greg s'est redressé, nonchalamment, enlevant une peluche de la couette. Il fallait qu'on commence la chambre du bébé. On s'est dit qu'on aiderait à déménager tes affaires au sous-sol. Papa a dit que c'était bon. Vous avez déménagé toute ma chambre pendant que j'étais parti ? Ce ne sont que des affaires, a-t-il répondu avec ce haussement d'épaule exaspérant. Tu es toujours dans la maison. Détends-toi. La voix de Mia a flotté du haut des escaliers avant son visage. Il n'y avait aucune raison d'attendre, a-t-elle dit, les bras croisés sur son ventre, bien qu'il soit encore à peine visible. Tu n'utilisais pas la chambre pendant que tu te promenais. Greg a mal au dos. Il ne peut pas dormir sur le futon éternellement. J'étais trop abasourdi pour parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder autour de moi. Le plafond bas, les toiles d'araignée dans le coin, l'odeur de béton humide. Je n'ai pas accepté ça, ai-je finalement réussi à dire. On a essayé de le rendre confortable, a dit Mia en faisant un vague geste vers une couverture effilochée jetée sur le bras d'un vieux fauteuil. Et, tu as plus d'intimité maintenant. Greg a gloussé. Mes mains tremblaient. Je veux récupérer ma chambre, ai-je dit. Greg a secoué la tête. Ce n'est plus ta chambre, Jules. Et puis Mia l'a dit. Tu sais, a-t-elle dit lentement, comme une suggestion enrobée de sucre. Ce serait peut-être mieux si tu quittais carrément la maison. J'ai levé les yeux vers elle. Son sourire était agréable. Ses yeux ne l'étaient pas. Un silence est tombé entre nous comme de la poussière. Et pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas sourcillé. Parce que quelque chose s'est agité en moi. Un souvenir. Une vérité simple et silencieuse. L'acte de propriété. La maison n'était pas à eux. Elle ne l'avait jamais été. Elle était à moi. Papa me l'avait cédée il y a 2 ans pendant sa convalescence, quand personne d'autre ne s'était manifesté pour couvrir les paiements de l'hypothèque. C'est moi qui avais payé les factures, qui avais géré le refinancement, qui avait mis les heures et l'argent quand personne d'autre ne le pouvait. Il ne le savait pas. Et soudain, cette ignorance me donnait l'impression d'avoir le pouvoir. J'ai hoché la tête lentement, balayant à nouveau le sous-sol du regard. D'accord. Greg a haussé un sourcil. D'accord ? Bien sûr, ai-je dit. Je resterai ici. Mia a cligné des yeux. Vraiment ? Vraiment, ai-je dit en me dirigeant vers les cartons, commençant à les empiler proprement comme si ça m'importait. Ce sera très bien. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ce n'était pas une défaite. C'était un levier. Laissez-les s'installer. Laissez-les décorer la chambre du bébé. Laissez-les croire qu'ils avaient gagné. Pour l'instant. Le sous-sol sentait la vieille pluie et la poussière, comme des choses oubliées. Je me suis assise en tailleur sur un vieux patchwork. Marley s'est blottie contre moi, sa fourrure douce, le seul réconfort dans le froid du béton. À l'étage, des rires fusaient à travers les lattes du plancher. Le rire de Mia, aigu, sirupeux, trop fort. Le gros rire de Greg qui le suivait. Des tintements de couverts, d'assiettes, de verres. Le son d'une famille qui dîne. Sans moi. Je n'avais pas été invité. Pas explicitement, pas même nonchalamment. Personne n'a appelé en bas pour dire « Eh, Julia, on mange. Viens nous rejoindre. » Et je ne suis pas monté. Je ne pouvais pas. Pas après ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela,
Je suis restée assise dans le coin de ce qui était l'atelier de notre père, maintenant un labyrinthe de stockage encombré avec ma vie empilée dans des tours de carton. Un tuyau froid goûtait derrière moi. Un lépisme argenté filait sur le sol près de la machine à laver. Mais Marley était chaud, et j'étais silencieuse. Cela me rendait apparemment plus facile à vivre. La lumière au-dessus de moi a vacillé une, deux fois, puis s'est stabilisée. C'était presque poétique. Je grattais Marley sous le menton quand la porte du sous-sol a grincé. Des pas lourds ont suivi, lents et délibérés. La silhouette de mon père est apparue dans la pénombre, portant une assiette de dîner enveloppée dans du papier d'aluminium comme une offrande de paix en laquelle il ne croyait pas. Je me suis dit que tu n'avais pas mangé, a-t-il dit en la posant sur une des boîtes. Ta mère a fait du rôti de bœuf. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé l'assiette. Pas de vapeur, pas d'odeur, froid. Il a fourré les mains dans les poches de sa veste, à l'intérieur, comme si tout cela était un peu gênant. Écoute, a-t-il marmonné en regardant vers le plafond alors qu'un autre éclat de rire flottait. Il ne voulait pas te blesser. Je l'ai regardé fixement. Ils m'ont déménagé de ma chambre pendant que j'étais parti. Il a haussé les épaules comme si les faits n'avaient plus beaucoup d'importance. Ce n'est pas permanent. Mia est enceinte. Ces choses changent. Changer, ai-je répété, les mots amers dans ma bouche. Tu veux dire que moi, je change? Je bouge. Je disparais pour qu'il puisse rester à l'aise. Sa mâchoire s'est crispée. Pourquoi dois-tu toujours être difficile? Je me suis levé lentement, ma voix basse. Tu veux dire, pourquoi ne puis-je pas simplement les laisser prendre ce qui est à moi sans protester? Ce n'est qu'une chambre, Julia. Tu es toujours dans la maison. Ils en ont plus besoin que toi en ce moment. Et mes besoins, ai-je demandé, plus curieuse qu'en colère maintenant. Est-ce qu'ils comptent du tout? Il m'a regardé comme si je parlais une langue qu'il ne savait pas traduire. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, ai-je dit, les mots sortant plus stables maintenant. Je suis resté quand Greg est parti. Je t'ai aidé quand tu es tombé malade. J'ai continué à payer l'hypothèque quand on ne pouvait pas se permettre les courses. J'ai renoncé à des entretiens d'embauche pour garder cette maison à flot. Ne nous jette pas ça à la figure, a-t-il dit rapidement. Je ne le fais pas, ai-je répondu, la voix froide. Je dis juste que j'ai mérité ma place. Et il est révélateur que dès que Mia en a eu besoin, vous avez tous oublié ce que j'ai sacrifié pour garder ce toit sur vos têtes. Son silence disait tout. Il a regardé l'assiette, toujours intacte. Donne-leur juste du temps. Les mots, censés être réconfortants, ressemblaient plus à un ordre. Donne-leur juste du temps. Donne-leur. Donne. C'est tout ce que j'ai jamais fait. Il s'est retourné pour partir, sa main s'attardant sur la rampe d'escalier comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il ne l'a pas fait. Il est simplement parti. Marley a miaulé doucement alors que la porte se refermait derrière lui et que le verrou s'enclenchait. Pas verrouillé cette fois, juste fermé. Mais l'écho portait le même message. Reste en bas. J'ai de nouveau regardé l'assiette, du bœuf grisonnant sous une purée de pommes de terre froide, et je l'ai repoussé. Je n'avais pas faim. J'étais en colère, mais pas du genre enflammé. Pas de cris, pas de casse. C'était le genre silencieux, celui qui mijote, celui qui se construit, celui qui lance des plans. Parce que maintenant, je savais exactement où je me situais dans cette maison. Et très bientôt, eux aussi le sauraient. Le lendemain matin, le sous-sol semblait plus froid que d'habitude. Je me suis retourné. Marley toujours blottie contre mes jambes et j'ai plissé les yeux face à la mince fente de lumière qui s'infiltrait sous la porte en haut des escaliers. Le bourdonnement habituel du lave-vaisselle et le bavardage de la télévision manquaient. Juste des pas étouffés au-dessus, de faibles voix que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. J'ai nourri Marley, j'ai fait mon lit avec le peu d'espace que j'avais, et j'ai monté les marches, prête à affronter une autre tournée de sourires minces et de tensions épaisses. Mais quand j'ai atteint le sommet, quelque chose clochait. J'ai tourné la poignée. Elle n'a pas bougé. J'ai froncé les sourcils. J'ai réessayé, j'ai tourné plus fort. Clique pas de ma part, de l'autre côté. Mon cœur a sauté un battement. J'ai frappé doucement au début, pensant qu'elle s'était peut-être coincée. Allô, ai-je appelé. Quelqu'un peut-il ouvrir la porte? Rien. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Greg. Mia.
toujours rien. Juste des pas au-dessus puis des rires. Des rires comme si de rien n'était. J'ai frappé la porte avec la paume de ma main, plus fort cette fois. Maman. Papa. Elle est verrouillée. Toujours rien. La panique a éclaté, mais je l'ai réprimée. C'était peut-être une erreur, une stupide erreur. Une boîte lourde s'était déplacée, un courant d'air, n'importe quoi. Mais les minutes se sont transformées en 1 heure, puis 2, puis 4. Je me suis assise au bas des escaliers, incrédule. Marley blottit à côté de moi, sentant que quelque chose n'allait pas. Pas de texto, pas d'excuses, pas de pas descendant pour vérifier si j'allais bien. Juste le silence. Et le léger clic du thermostat qui s'allumait à l'étage. Cela signifiait qu'ils savaient. Cela signifiait qu'ils étaient là-haut. Cela signifiait que ce n'était pas un accident. J'ai fixé le mur. Toutes les émotions de la semaine passée se resserrant autour de ma gorge comme un nœud coulant. Cette maison était à moi, et il m'avait enfermé au sous-sol. Finalement, vers le crépuscule, j'ai entendu le pêne glisser. La porte s'est ouverte avec un grincement presque joyeux. Mia se tenait là, tenant un plateau, thé, craquelin, quelque chose qui sentait le citron. Son visage était chaleureux et calme, comme si nous étions des filles à une soirée pyjama. « Oh, bien, tu es réveillée », a-t-elle dit en descendant comme si c'était normal. Je n'ai pas bougé. On s'est dit que tu avais besoin de repos, a-t-elle continué doucement. Après tout ce qui s'est passé hier, Greg a pensé que ce serait mieux si tu avais un peu de temps ininterrompu pour décompresser. Je me suis levé. Marley a filé en haut des marches devant moi. Vous m'avez enfermé ici, ai-je dit, sans élever la voix, mais chaque mot était aussi tranchant que du verre. Mia a cligné des yeux innocemment. Eh bien, pas enfermé. On ne voulait juste pas que tu te sentes obligé de monter si tu n'étais pas prête. J'ai appelé, ai-je dit. J'ai frappé à la porte pendant des heures. Tu devais probablement dormir. On ne voulait pas te réveiller. Elle a même souri, comme si toute cette mascarade était une retraite bien-être qu'elle avait organisée pour mon bénéfice. Je suis passé à côté d'elle. Elle n'a pas bougé. Julia, a-t-elle dit, cette voix chantante s'accrochant toujours à sa fausse gentillesse. Tu as été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour tout le monde. Le bébé, Greg, la famille. Je me suis retourné, je l'ai finalement regardé droit dans les yeux. C'est ce que j'ai fait, ai-je dit. Et croyez-moi, ce sous-sol était l'endroit parfait pour ça. Son visage a vacillé, juste légèrement, mais c'était assez. J'ai descendu le couloir sans un autre mot. Mes pieds faisaient à peine du bruit sur le parquet, mais à l'intérieur de moi, quelque chose hurlait. Il ne m'avait pas seulement déménagé de ma chambre. Il n'avait pas seulement ruiné mes affaires. Il n'avait pas seulement verrouillé une porte. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Ils avaient fait un choix. Et j'étais sur le point de faire le mien. Dès le lendemain matin, j'avais pris ma décision. Pas le plan complet, non, ça viendrait plus tard. Mais quelque chose en moi s'était enfin enclenché, comme un engrenage qui tourne après des mois de blocage. Il m'avait enfermé dans un sous-sol et avait appelé ça de la gentillesse. Je n'allais plus supplier pour avoir la lumière du soleil. J'ai passé le début de la journée à trier des cartons, pliant mes vêtements avec des mouvements calmes et précis. L'action me maintenait ancré, quelque chose sur quoi me concentrer pendant que Marley tapotait des chaussettes lâches comme s'il essayait d'aider. Le silence à l'étage me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il me donnait de l'espace maintenant. Pas par culpabilité, par stratégie. Il pensait que je me préparais à partir. Et peut-être que c'était le cas, d'une certaine manière. J'ai ouvert la boîte de documents que j'avais glissée derrière la vieille étagère. Des choses que j'avais toujours gardées près de moi, mais hors de vue. Relevé bancaire, assurance, un dossier intitulé « Titre de propriété, légal ». J'ai passé mes doigts sur les bords épais du dossier manille, sentant le poids de la propriété s'installer dans ma poitrine comme un second battement de cœur. Un bruit soudain à l'étage m'a fait faire une pause. Des pas traversant le couloir, puis des voix descendant par la vieille bouche de chauffage près du plafond. Celle que personne ne se souvenait qui transportait le son dans les deux sens. Je me suis immobilisé, me glissant lentement en dessous. D'accord, mais sérieusement, disait Mia, la voix basse mais claire. Quel est le calendrier ?
Elle est évidemment en train de faire ses valises, a ricané Greg. Laisse-la. Elle ne va pas nous faire la guerre pour ça. Elle ne s'est pas défendue depuis qu'on est arrivé. Un temps de silence, puis un cliquetis, peut-être une tasse posée sur le comptoir. Je pense toujours qu'on devrait juste demander à tes parents de transférer l'acte de propriété, a dit Mia nonchalamment. Ils croient que c'est à eux de toute façon, non? Ma poitrine s'est serrée. Greg a hésité. Ouais, ils pensent toujours que la maison est au nom de papa. Ils ne parlent jamais du refinancement. On peut arranger ça, a dit Mia. Une fois qu'elle sera partie, on nettoiera les papiers. Ta mère a une copie des anciens documents. Je lui parlerai. Arranger ça. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté là, figé sous la bouche d'aération, mes mains agrippant la chemise en flanelle pliée sur mes genoux comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de voler en éclats. C'était donc ça, le plan. Pas seulement me chasser de ma chambre, pas seulement me rendre invisible. Il voulait toute la maison. Il croyait qu'il pouvait mentir, manipuler, arranger la vérité, et repartir avec la seule chose qui me restait. Et le pire, c'est qu'il le faisait avec des voix de soie, des dîners de famille et des discussions de bébés, comme des voleurs en cachemire. J'ai bougé lentement, délibérément, pour retourner à la boîte que je triais. Marley m'a suivi, la queue frétillante comme s'il sentait quelque chose de différent dans l'air. J'ai tendu la main et j'ai sorti l'acte de propriété. Mon nom, encre noire, titre clair, tamponné, notarié, signé par mon père alors qu'il était encore en convalescence, reconnaissant et se souvenant de tout ce que j'avais fait. C'était à moi. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque serrure de chaque porte. J'ai regardé le papier un long moment. Puis j'ai souri. Pas le genre de sourire qu'il connaissait, pas le poli qu'on m'avait appris à porter. Celui-ci était plus froid, plus tranchant. Le genre de sourire qui n'a pas besoin d'élever la voix pour faire passer un message. Laissez-les continuer à planifier. Laissez-les penser que je pliais, que je m'effaçais. Laissez-les chuchoter. Parce que maintenant, je n'allais pas seulement reprendre ma vie. J'allais leur montrer à quoi ressemblait quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé et qui possédait le sol sur lequel ils se tenaient. 2 jours plus tard, j'ai rencontré un agent immobilier dans un café tranquille du centre-ville, du genre avec un éclairage chaleureux, des tasses dépareillées, et assez de bruit de fond pour étouffer les vérités inconfortables. J'ai choisi une table près de la fenêtre, la cage de transport de Marley glissée sous la chaise à côté de moi. Il n'entrait pas avec moi dans le café, bien sûr, mais c'était devenu une habitude de le garder près de moi quand je le pouvais. Il me donnait l'impression que quelque chose dans mon monde m'aimait encore sans condition. Je portais un pull bleu marine, un jean qui n'était pas taché de poussière de sous-sol, et un visage calme que je ne ressentais pas tout à fait. J'avais contacté l'agent immobilier, Monica Bell, par la recommandation d'un collègue, professionnel, discret et, plus important encore, complètement déconnecté de ma famille. Elle est arrivée avec 5 minutes d'avance, le blazer impeccable, l'expression ouverte mais concentrée. « Vous devez être Julia », a-t-elle dit en tendant la main avec un sourire facile. « C'est moi », ai-je répondu en lui serrant fermement la main. « Merci de vous être rendu disponible si rapidement. »« Bien sûr », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Tout semblait simple. » Ma poitrine s'est légèrement desserrée. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un me parlait comme si j'étais en contrôle. Je n'étais pas une invitée, un fardeau, ou un personnage secondaire dans la fantaisie domestique de quelqu'un d'autre. Je prévois de louer un petit appartement en ville, ai-je expliqué en remuant mon café. Et je veux préparer la maison à la vente. La situation avec ma famille est compliquée. Monica a hoché la tête de manière professionnelle. Pas de jugement. Ce n'est pas rare. Des transitions comme celle-ci peuvent devenir compliquées. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez un titre de propriété clair sur la propriété. Une pause. Cependant, a-t-elle ajouté doucement en feuilletant le dossier qu'elle avait apporté, il y a quelque chose que je dois vous signaler. Je me suis redressé. D'accord. Il y a un privilège, a-t-elle dit prudemment. Placé sur la propriété l'année dernière. C'est mineur, ça devrait être relativement facile à régler avec quelques formalités et un paiement. Mes doigts se sont resserrés autour de ma tasse. Un privilège ? Elle a hoché la tête. C'est d'un prêt personnel contracté contre la maison. Petit, mais cela signifie que la maison ne peut pas être vendue tant qu'il n'est pas réglé.
J'ai cligné des yeux. Qui l'a contracté? Elle a jeté un coup d'œil à ses notes. Il est au nom de Robert et Hélène Elridge. Vos parents. Mon estomac s'est tordu. Ils avaient emprunté contre ma maison. Ma maison? Ils m'avaient cédé l'acte de propriété. Savaient qu'elle était à moi. Mais quelque temps après, ils étaient allés derrière mon dos, avaient utilisé leur nom, peut-être même falsifié les documents. Ou peut-être que la banque n'avait jamais remarqué le changement de propriétaire. Quoi qu'il en soit, c'était une trahison déguisée en confiance. J'ai forcé un petit sourire, hochant la tête comme si ce n'était qu'un autre obstacle sur la route. D'accord, c'est logique. Mais ce n'était pas le cas, pas du tout. Monica m'a observé un moment, puis a dit doucement, ce n'est pas rare, surtout avec les propriétés familiales. Parfois, les formalités sont négligées lorsque les titres de propriété changent de main. Cela ne signifie pas que la vente est annulée. Cela signifie simplement que nous devrons déposer une main levée et éventuellement négocier avec le prêteur. Je peux vous guider. Merci, ai-je dit. Je veux avancer, même si je dois en assumer le coût. Elle a hoché la tête. Vous avez le temps et les droits. Nous avons parlé de chiffres, des prochaines étapes, des délais. J'ai pris des notes, posé des questions, hoché la tête au bon moment, mais à l'intérieur, mes pensées étaient à des kilomètres, tourbillonnant autour de ce seul mot. Privilège. Je ne pouvais même pas blâmer Greg ou Mia pour celui-là. Cela venait des personnes qui m'avaient élevé. Celles qui m'avaient traité d'égoïste pour avoir eu besoin de limites. Celles qui m'avaient souri à travers les dîners tout en encaissant secrètement sur mon nom. Quand la réunion s'est terminée, Monica s'est levée, offrant une autre poignée de main ferme et rassurante. Je vous recontacterai dans quelques jours, une fois que j'aurai parlé au bureau des titres. Super, ai-je dit, ma voix claire malgré la tempête en moi. J'attends avec impatience. Elle est partie et je suis resté seul à la table pendant plusieurs minutes, fixant ma tasse à moitié vide. La trahison n'était pas bruyante. Elle ne criait pas. Elle s'est simplement installée, lourde et silencieuse, dans ma poitrine. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Parce que j'en avais fini d'être choqué. Fini d'être abasourdi en silence. C'était juste une preuve de plus que je ne serais jamais protégé, même pas par les personnes qui auraient dû tracer la ligne bien avant que je n'aie à le faire. Alors, je tracerai la mienne. Même si cela me coûtait plus que ce que j'attendais. Même si cela signifiait de démolir l'illusion de la famille jusqu'aux fondations. L'appartement était petit, beige et résonnait de la manière dont les nouveaux espaces le font toujours avant que la vie ne les remplisse. Des cartons étaient posés comme des monuments silencieux autour de la pièce, à moitié ouverts, déversant serviettes, câbles, cahiers et tasses dépareillées que je ne me souvenais même pas d'avoir emballées. Je n'avais signé le bail que 2 jours auparavant. Monica avait aidé à accélérer le processus, sentant, je pense, que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, qui soit vraiment à moi. Alors, me voilà, dans un 3 pièces sans ascenseur avec un écran de fenêtre cassé, un réfrigérateur qui bourdonne, et Marley étendu comme un prince sur une couette pliée près du radiateur. Cela aurait dû ressembler à un début. Mais au lieu de cela, je me suis effondré sur le sol au milieu de la pièce, la moquette rêche sous mes genoux, et j'ai pleuré d'une manière que je ne m'étais pas permise depuis des semaines. Pas les larmes nettes prêtes pour l'écran, le genre laid et brut qui vient de quelque part de plus profond. Parce que la trahison était plus grande qu'un simple ordinateur portable ruiné, une vie privée perdue ou une porte de sous-sol qui ne s'ouvrait pas. C'étaient eux, mes parents, ceux qui étaient censés m'apprendre à être en sécurité dans le monde, qui avaient tranquillement signé des morceaux de mon avenir tout en souriant au-dessus d'un rôti de bœuf. Ils étaient censés me protéger, ai-je chuchoté, ma voix rauque de pleurs. Marley a miaulé doucement de l'autre côté de la pièce, puis a trotté, se blottissant dans le creux de mon bras. Je l'ai serré, enfouissant mon visage dans sa fourrure, et pendant quelques secondes, je me suis complètement laissé aller. Je ne voulais pas être forte. Je ne voulais pas être calculatrice, intelligente ou courageuse. Je voulais juste que quelqu'un soit désolé, et il ne l'était pas. Il ne l'avait jamais été. Chaque ligne qu'ils avaient franchie, tout ce qu'ils avaient pris, de ma chambre à ma confiance, avait été déguisé sous le prétexte de « ce qui est le mieux pour la famille ». Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si j'étais juste en trop. La fille qui était restée à la maison trop longtemps. Qui n'avait pas déménagé assez vite. Qui leur devait tout et qui avait l'audace de vouloir quelque chose pour elle-même. Je suis resté assise là,
sur cette moquette rêche et beige, tenant mon chat et me souvenant de chaque petit silence que j'avais avalé pour garder la paix. Chaque fois que j'avais souri en étant ignoré. Et quelque chose en moi a changé. Pas avec un bang, pas avec fureur, mais avec précision. Mes larmes ont séché lentement. Ma respiration s'est régularisée. J'ai essuyé mon visage avec la manche de mon sweat à capuche et j'ai regardé la boîte la plus proche, étiquetée « Documents importants ». À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, le vrai. Avec mon nom. Le privilège que mes parents avaient mis sur la maison n'était la fin de rien. C'était juste le dernier indice d'un schéma qui se jouait depuis des années. Ils prendraient et prendraient jusqu'à ce que je les arrête. Et maintenant, je le ferai. Pas par vengeance, pas même pour la justice. Mais parce que si je ne traçais pas la ligne, personne ne le ferait jamais. Et j'avais besoin qu'ils voient que j'avais gagné. Marley a ronronné plus fort alors que je me levais, frottant sa joue contre ma cheville. J'ai de nouveau regardé l'appartement, nu, silencieux, un peu solitaire. Mais c'était le mien, chaque centimètre, et c'est là que la guérison commencerait. Pas dans une maison pleine de gens qui pensaient que je leur devais mon silence, mais dans un espace où ma voix n'aurait pas à se battre juste pour être entendue. 3 jours plus tard, je suis revenu. Pas avec une valise, pas avec des excuses, mais avec un camion de déménagement, un presse-papier et une équipe d'hommes en uniforme attendant des instructions. Je me tenais sur le trottoir devant la maison où j'ai grandi, un trench coat ceinturé à la taille, des lunettes de soleil cachant l'épuisement dans mes yeux. Marley était en sécurité dans sa cage de transport sur le siège avant de ma voiture. Le moteur était encore chaud. Il était tôt, à peine 8 heures du matin, et le quartier était calme, à l'exception du grondement du moteur du camion et du faible murmure d'un déménageur demandant « On prend tout ?» J'ai levé les yeux vers la maison. Le porche où je lisais, la fenêtre de la chambre qu'il m'avait prise. La cuisine dont j'avais été banni comme une invitée dans ma propre histoire. Oui, ai-je dit en lui tendant la liste. Tout ce qui est sur cette liste. Ne laissez pas une chaise. Il a hoché la tête et s'est tourné vers son équipe. Alors qu'il commençait à se diriger vers la porte, le rideau de la façade a bougé. Quelques secondes plus tard, Mia est sortie en trombe en peignoir, les cheveux en bataille. Une main agrippée à son téléphone et l'autre essayant de nouer la ceinture à sa taille. « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle crié. Elle a regardé des déménageurs à moi comme si elle n'arrivait pas à comprendre l'image. J'ai enlevé mes lunettes de soleil et j'ai rencontré son regard, tout à fait calme. « Bonjour », ai-je dit d'une voix égale. « Je vous recommande de ne pas vous mettre sur leur chemin. » Ses yeux ont balayé le camion, puis le presse-papier dans ma main. « Julia, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu. La porte d'entrée s'est de nouveau ouverte, et Greg est sorti pieds nus, se frottant encore les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mia s'est tournée vers lui, pointant du doigt comme si j'étais une criminelle prise la main dans le sac. Elle prend des affaires, des meubles, tout. Greg m'a regardé, un pli se formant entre ses sourcils. « C'est une blague ?» Pas même un peu, ai-je répondu. Vos blagues ont cessé d'être drôles quand vous m'avez enfermé au sous-sol. Un des déménageurs est passé à côté de nous avec le tapis du salon enroulé sur son épaule. Greg a fait un pas en avant. Tu ne peux pas simplement entrer. Ce n'a jamais été votre maison pour commencer, ai-je dit. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Elle a coupé net. Vous n'avez pas le droit de squatter ma maison, de voler ma chambre, de toucher à mes affaires, puis de faire les surpris quand je reprends tout. Mia a ri, un son court et haletant. Tu es folle. Tu as déménagé. Tu es parti. Non, ai-je dit en la regardant directement. Vous m'avez poussé dehors. Il y a une différence. Greg a croisé les bras. C'est la maison de nos parents. Tu ne peux pas débarquer avec un camion et faire comme si tu étais le shérif. J'ai sorti un papier de la poche de mon manteau, je l'ai plié proprement, puis je le lui ai tendu sans sourciller. Il a fixé l'acte de propriété dans ses mains comme s'il allait le mordre. Mon nom, ma signature, personne d'autre, ai-je dit. Daté d'il y a 2 ans, bien avant que vous n'arriviez en jouant à la dinette. D'autres déménageurs sont sortis, transportant les chaises de la salle à manger, l'horloge de la cuisine, même le vase que Mia insistait pour dire qu'il était de son goût. Arrête-les. A-t-elle sifflé à Greg. Fais quelque chose. Mais Greg n'a rien dit. Il fixait toujours le papier.
Son silence était le son le plus fort de la rue. Mia s'est de nouveau tournée vers moi, les yeux fous. Tu ne fais pas ça. Je suis enceinte. Je n'ai pas pris ton enfant, ai-je répondu. J'ai pris mes meubles. Et où est-ce qu'on est censé aller, a-t-elle sèchement demandé. J'ai incliné la tête, souriant faiblement. Vous avez trouvé comment prendre ma chambre, mon espace, ma paix. Je suis sûr que vous trouverez un endroit où dormir. Elle avait l'air de vouloir se jeter sur moi, mais la main de Greg s'est posée sur son bras, douce mais ferme. Laisse tomber, a-t-il marmonné. Quoi, a-t-elle aboyé. Elle a les papiers, a-t-il dit. On ne peut pas l'arrêter. Ce moment précis, a été la première fois que j'ai vu la peur vaciller dans les yeux de Mia. Une peur réelle et silencieuse. Parce que le jeu était terminé. Parce que la fille qu'ils avaient poussée au sous-sol venait de leur couper l'herbe sous le pied. Le dernier meuble, le buffet en merisier de la salle à manger, était en train d'être descendu les marches quand mes parents sont arrivés. J'ai entendu le crissement familier des pneus de papa sur le gravier avant de les voir. Il s'est garé de travers, éteignant à peine le moteur avant de sortir. Maman juste derrière lui. Leurs yeux ont tout vu. Le camion, les déménageurs, le Porsche vide, Mia sanglotant dans ses mains, et puis moi, debout calmement au milieu de tout ça. Julia, a aboyé papa en claquant la portière. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de maman s'est brisée alors qu'elle s'avançait, jetant un coup d'œil de moi à Mia et vice-versa. Pourquoi emporte-t-il tout de la maison? J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti l'acte de propriété imprimé, propre, notarié, indéniable, et je me suis dirigé droit vers Greg, qui n'avait toujours pas bougé du bord de la pelouse. Tiens, ai-je dit en le posant à plat contre sa poitrine. Puisque tu oublies toujours à qui appartient le titre. Il l'a attrapé avec des doigts maladroits, a parcouru la ligne du haut, et s'est figé. Julia Elridge, a-t-il lu à voix haute, l'incrédulité presque enfantine. Pas de Robert, pas d'Hélène, pas de Greg, pas de Mia, ai-je dit. Juste moi. La respiration de Mia s'est coupée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle chuchoté depuis le porche, s'accrochant toujours à son peignoir comme s'il pouvait la maintenir debout. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, ai-je dit d'une voix plate. La maison m'a été cédée il y a 2 ans, quand personne d'autre dans cette famille ne pouvait gérer un seul paiement d'hypothèque. Je l'ai maintenue à flot. J'ai payé les impôts. J'ai couvert les réparations. Je me suis assuré qu'on ne la perde pas, Greg s'est tourné vers nos parents. Vous, a-t-il balbutié. Vous ne me l'avez jamais dit. Vous nous avez laissé croire. On pensait qu'elle était toujours au nom de ton père, a dit maman rapidement, les yeux fuyants. On ne savait pas qu'elle avait déposé quelque chose sans nous. Déposé quelque chose, ai-je ri, amer et creux. Vous l'avez signé, tous les deux. Vous étiez assis à la table. Je vous ai apporté le stylo. La bouche de papa s'est ouverte, puis s'est refermée. Il n'avait rien. Je vous ai laissé vivre ici, ai-je continué en montant sur le porche. Je n'ai pas demandé de loyer. Je n'ai pas demandé de paiement rétroactif. Je vous ai donné la paix. Même quand vous les avez laissés tout me prendre. Vous les avez laissés me déménager au sous-sol comme si j'étais un fardeau. La lèvre de maman a tremblé, mais elle n'a pas parlé. Greg tenait toujours l'acte comme s'il allait se réécrire tout seul. Mia s'est effondrée, là, sur la marche du porche, les genoux fléchissant sous elle. Elle s'est agrippée le ventre, non pas de douleur, mais d'incrédulité, comme si les murs de la maison eux-mêmes l'avaient trahi. Vous avez prévu de voler ce que vous n'avez jamais possédé, ai-je dit froidement. Vous avez chuchoté vos petits complots à travers les bouches d'aération. Vous pensiez que je disparaîtrais tranquillement. Vous aviez tort. Julia, a de nouveau essayé papa, mais je n'avais pas fini. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'ai sorti une plus petite enveloppe, une que j'avais passé tout le week-end à préparer. Celle-ci, ai-je dit en jetant les clés dans la main de mon père, sont pour un petit bungalow à 2 rues d'ici. C'est déjà payé pour les 12 prochains mois. Il y a un petit jardin à l'arrière, assez d'espace pour vous deux. Maman a repris son souffle. Elle a commencé, confuse. Vous n'êtes pas expulsé, ai-je dit. Vous êtes libéré de prétendre que je vous dois le toit même au-dessus de vos têtes. Je suis ta mère, a-t-elle dit, les mots tremblants. Et je suis ta fille, ai-je répondu. Mais vous les avez laissés me traiter comme une étrangère.
vous êtes resté là pendant qu'il prenait et vous n'avez rien dit. Silence. Puis Greg a parlé, la voix terne et tremblante. Alors, et maintenant? Tu nous chasses juste. Tu nous humilies. Vous vous êtes humilié vous-même, ai-je dit. Je ne fais que récupérer ce qui est à moi. Mia a essayé de se lever, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Le bébé. Ça n'a rien à voir avec le bébé, ai-je interrompu. Ça a à voir avec des choix et des conséquences. Les déménageurs sont sortis de la maison, maintenant visiblement plus silencieuse, presque vide. L'un d'eux m'a fait un signe de tête. C'est fait, a-t-il dit. Le camion est prêt à partir. Je me suis retourné vers les 4 personnes sur le porche, mon frère, sa femme en pleurs, mes parents abasourdis. Personne n'a parlé. Personne n'avait plus rien à dire. Et peut-être que c'était le moment le plus honnête que nous ayons jamais partagé. J'ai descendu les marches, passé le camion, vers ma voiture. Je n'ai pas claqué la portière. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement démarré, passé la rue où je faisais du vélo, passé le parc où papa m'avait appris à attraper une balle, passé la maison qu'il pensait être toujours la leur. Mais elle ne l'a jamais été. Elle était à moi. Et maintenant, il le savait enfin. Ça fait 3 semaines que j'ai quitté Charlotte. Je ne suis pas allé loin, juste à 2 heures de route à l'ouest, à Asheville. Mais d'une manière ou d'une autre, cet endroit me semble être un autre univers. L'air est plus léger ici, plus frais, parfumé de pin. Le genre d'air qui ne pèse pas sur votre poitrine comme un secret que vous ne pouvez pas avouer. L'appartement n'est pas grand, mais il est à moi. Vraiment, entièrement à moi. Le salon sent la peinture fraîche, de l'argile douce avec des touches d'orange et de terre cuite, plus chaud que les murs blancs stériles standards. J'avais passé 2 jours sur une échelle, Marley observant chaque coup de pinceau depuis le canapé comme un petit contremaître. Il y a maintenant 3 plantes sur le rebord de la fenêtre. Un poteau, une sansevieria et un petit ficus lirata têtu que j'ai nommé Agnès. Je leur parle quand je les arrose. Et peut-être que c'est étrange, mais c'est aussi le cas de recommencer sa vie à 30 ans avec un chat et un acte de propriété dans sa boîte à gants. Je suis d'accord avec l'étrange. Il y a une bibliothèque à moitié assemblée contre le mur du fond, des vis alignées proprement en rangée comme si je défiais l'univers de contester ma précision. Mon thé infuse dans une tasse faite à la main que j'ai trouvée dans une coopérative d'artistes locaux. Rooibos à la cannelle. Le réconfort sous forme liquide. Je m'assois près de la fenêtre et je lis. Un pied en chaussette replié sous ma jambe, l'autre empêchant Marley de grimper directement dans la tasse. Il essaie toujours à chaque fois. Mon téléphone vibre de l'autre côté de la pièce, encore. Je ne bouge pas. Je sais déjà ce que c'est. Greg probablement, ou maman. L'écran s'allume depuis des jours. Je ne vérifie plus les messages. Je n'ai pas besoin d'entendre leur demi-excuse. Leur tentative de réécrire la vérité maintenant que le pouvoir a changé. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils voulaient juste l'accès, la position, le contrôle. Maintenant que c'est parti, ils essaient de se souvenir comment sonner à nouveau comme une famille. Mais le silence est sa propre réponse. Je tends la main sur la table basse, j'appuie sur le bouton latéral et je retourne le téléphone. Il se tait. Dehors, le vent danse dans les branches. Un enfant rit au loin. Un chien aboie. Le monde continue de bouger. Et pour la première fois depuis ce qui me semble être des années, je le laisse bouger sans moi. Personne ne surveille mes moindres pas. Personne n'utilise le mot « égoïste » comme une laisse. Personne ne me dit où je dois ou ne dois pas être. Ici, j'appartiens, dans ce petit appartement tranquille avec des moulures ébréchées et du carrelage imparfait, avec Marley dormant sur une pile de linge propre et Agnès perdant une feuille par semaine malgré mes meilleurs efforts. La paix ne ressemble pas à des danses de la victoire ou à des montages de vengeance. Parfois, elle ressemble juste à du thé, des suites tachées de peinture et une pièce calme où personne n'élève la voix. Et dans ce calme, je peux enfin m'entendre. Pas la version façonnée par la culpabilité ou l'obligation. Le vrai moi. Celui qui a appris que partir n'est pas un échec. C'est se choisir quand personne d'autre ne le fera. 1 an plus tard, un jeudi ordinaire, je suis passé devant la vitrine d'une librairie et je me suis arrêté net. Il était là, calé entre une biographie sur le deuil et un livre cartonné sur le désencombrement de sa vie. Le foyer,
c'est les limites, récupérer son espace et soi-même, par Julia Eldridge. Mon nom sur le dos, sur la couverture, dans la vitrine. J'ai cligné des yeux. Non pas d'incrédulité, mais parce que le moment était plus doux que je ne l'attendais. Pas un flot d'émotions, juste une chaleur constante, comme entrer dans une parcelle de soleil que l'on ne réalisait pas avoir manqué. Des gens passaient sur le trottoir. Aucun d'eux ne m'a regardé 2 fois, et j'aimais ça comme ça. Ils ne savaient pas que cette femme avec le sac réutilisable et les poils de chat sur sa manche avait un jour été enfermée dans son propre sous-sol par des gens qui juraient l'aimer. Ils ne savaient pas le genre de silence que j'avais enduré, ni les noms dont on m'avait affublé derrière des portes qui auraient dû rester ouvertes, ni combien de nuits j'avais pleuré dans la fourrure de Marley, me demandant si j'avais tort de vouloir plus que la survie. Mais j'ai fait plus que le vouloir. Je l'ai revendiqué. Le livre n'était pas une vengeance. Ce n'était pas un livre de révélation. C'était un début. Un guide pour les femmes comme moi. Des femmes rendues petites dans des maisons qu'elles avaient aidé à construire. Des femmes traitées d'égoïstes pour avoir tracé des limites. Des femmes à qui on a appris à donner, donner, donner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur quoi se tenir. Dans le premier chapitre, j'ai écrit, cette histoire ne se termine pas par une porte claquée ou des excuses parfaites. Elle se termine par une chambre à soi, une porte qui se verrouille de l'intérieur, et une voix qui ne tremble pas quand on dit assez. Je ne l'ai pas écrit pour les faire se sentir coupables. Je l'ai écrit pour ne jamais oublier qui j'ai dû devenir pour leur survivre. Derrière moi, quelqu'un s'est approché de la fenêtre, s'est penché pour lire le titre. Une femme d'une 40aine d'années, peut-être, tenant une tasse de café et un sac trop lourd. Elle a hoché la tête une fois pour elle-même. Je me suis retourné et je suis parti, le cœur stable. Il y avait encore des messages vocaux que je n'avais pas écoutés. Des emails marqués comme non lus. Des vacances passées sans étreinte forcée. Et pourtant, rien de tout cela ne ressemblait plus à une absence. Cela ressemblait à de l'espace. Comme si j'avais construit quelque chose que personne ne pourrait prendre cette fois. Pas une maison, mais un foyer à l'intérieur de moi-même.